Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème de la parentalité bienveillante. Et nous allons particulièrement parler de l'instruction en famille. En effet, j'ai reçu sur Messenger, comme vous le savez, pour ceux et celles qui me prennent en cours, j'avais une page Facebook que je n'alimente plus. Mais en effet, vous pouvez toujours avoir accès aux publications qui sont dessus. Et donc, je vais répondre. Donc, il y a des petites capsules comme ça que je fais quand je sens que ça peut aider différentes personnes le sujet. J'ai trouvé qu'il était intéressant parce que c'est une personne qui me dit que sa fille est lente. Et alors, elle se pose des questions sur le rythme. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on a un enfant qui est lent, c'est-à-dire sous-entendu plus lent que la norme. Et elle me dit que c'est quelque chose qu'elle-même aussi, elle a, qu'elle a souvent rencontré dans sa vie, en fait, le fait de se sentir en décalage parce qu'elle est plus lente que la norme. Donc, je voudrais répondre à cette question-là de manière un peu plus large. Et c'est pour cela que, si jamais le sujet vous intéresse, je vais vous inviter à prendre de quoi noter, pourquoi pas un petit verre d'eau. Et donc, nous allons pouvoir ratisser large autour de cette question-là. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous en avez envie. Et puis, nous sommes partis. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer et à respirer profondément avant tout. Et puis, peut-être déjà, comment ça vous parle, le thème de la parentalité bienveillante? Est-ce que vous arrivez à être en harmonie ou en phase avec le fait que les enfants ont un autre rythme que vous? Comment ça se passe au quotidien? Comment ça se manifeste? Et à partir de là, regardez déjà ce qui émerge. Donc, est-ce que, en effet, vous avez une ou des questions par rapport à cela? Que ce soit celle-là ou que ce soit une autre? Et puis, faites déjà un premier petit bilan de comment vous êtes avec ça. Est-ce qu'il y a des spécificités des enfants, de vous-même? Ou est-ce que peut-être qu'il n'y en a pas, mais comment vous interagissez avec, de toute façon, ce décalage réel entre les besoins qu'un enfant peut avoir et puis la vie d'adulte et même nos propres besoins, voire même notre rythme? Faites déjà un premier petit bilan, respirez profondément, revenez avec ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire aussi vos questions. Peut-être qu'il y en a qui vont se rejoindre par rapport à ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et peut-être pas. Donc je laisse le temps de revenir avec tout ça. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi mettre sur pause pour profiter davantage de ce petit bilan. Et puis ne pas hésiter, si jamais la question ne répond pas et qu'il y a d'autres questions, eh bien à mettre en commentaire peut-être les autres questions que vous avez par rapport à ça. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que il est tout à fait normal que les enfants n'aient pas le même rythme que les adultes. Le fait de vous centrer dans la source et le fait de savoir que vous venez de la source, mais aussi que vos enfants viennent de la source, c'est déjà un premier point qui est une base. Et de cette base-là, ça va être observer vos enfants dans la vie de tous les jours pour voir finalement de quoi ils ont besoin. C'est en observant justement que vous allez voir les spécificités et ça va être aussi le recul que vous allez prendre pour ne pas poser une étiquette sur l'enfant en disant l'enfant est ça et puis rien d'autre. Comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, le fait de ne pas figer l'enfant et de ne pas se figer nous-mêmes d'ailleurs dans une représentation. Donc là, ça va être quelle représentation j'ai que mon enfant doit être. Et puis finalement, on se rend compte que l'enfant, des fois, ne correspond pas à cette représentation-là. Donc c'est une première chose à bien identifier. Ensuite, ça va être, je me recentre dans la source et justement, je me souviens que cet enfant est aimé d'un amour inconditionnel. Et moi, je vais être juste le vecteur qui va prendre de cet amour inconditionnel et qui va pouvoir, avec mes imperfections, retranscrire cet amour inconditionnel sur mon enfant. Donc, en deuxième chose, il faut vraiment comprendre, une fois que vous avez identifié peut-être des projections, une manière de vouloir que votre enfant soit, etc., le décalage qu'il peut y avoir en effet entre la manière que l'enfant est et la projection que vous pouvez vous en faire. Dans un deuxième temps, ça va être refuser d'enfermer l'enfant dans des étiquettes, comme si on collait et puis on disait tu es ça et rien d'autre. Par exemple, tu es lent.
Et sous-entendu, entre parenthèses, tu es trop lent. Donc, observer qu'il y a un décalage est un fait. Maintenant, coller une étiquette est un autre fait. Et le fait d'être dans l'amour inconditionnel vous montre que finalement, votre enfant, je me permets de le dire entre guillemets, est parfait comme il est. Ça veut dire que vous-même, vous devez vous armer de cette pensée que, non pas qu'il faille tout accepter, mais que l'enfant, dans ses spécificités, même si vous ne savez pas comment faire, eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez décider de stigmatiser et d'en faire un défaut. Entre tu es ça et je ne sais pas comment faire par rapport à ça, et puis entre tu es ça et c'est pas bon, il y a un décalage. Et je vais vous inviter vraiment à réaliser ce décalage pour voir sans jugement où est-ce que vous pouviez avoir mis des étiquettes et choisir de les décoller. Pour voir votre enfant justement dans cet amour qui vient du divin lui-même. Et dans l'amour, il n'y a pas d'étiquette. Il y a juste tu es comme tu es. Après, s'il y a des choses à améliorer, on va faire un travail. Mais c'est la première chose à faire. Voilà, avec tout ce petit bilan-là, retirons les étiquettes. Alors maintenant, il faut bien comprendre qu'on a un positionnement de parent qui est amour et que tout le monde ne l'a pas. Est-ce que quand l'enfant est en interaction avec ses copains, avec ses copines, à l'école ou autre, quand il a des loisirs, etc., les autres ont ce même comportement? Pas toujours. Ils peuvent avoir en effet un regard de jugement, un regard de rabais, un regard étiquetant, comme on a déjà vu, et c'est ça qui va créer le malaise. C'est pas tant le défaut, je dis bien entre guillemets, hein, et on va y revenir, que l'enfant pourrait avoir, que le regard qu'on peut poser sur nous. Donc maintenant qu'on a vu notre propre positionnement en tant que parent, qui est justement un positionnement d'amour, et ça c'est un choix, hein. C'est pas toujours simple non plus d'être en interaction avec les enfants, mais c'est juste de revenir à ce choix. Je suis imparfait en tant que parent, mais je choisis d'aimer mon enfant. Je le fais comme je peux, voilà. Mais en tout cas, le choix, l'intention, elle est posée. Maintenant que cette belle intention lumineuse, elle est posée, on l'a déjà vu par rapport à nous, eh bien, regardez en effet les interactions qu'il peut avoir avec les autres et identifier les malaises. Qui a mis des regards rabaissant, jugeant, des étiquettes? Il faudrait déjà identifier ça. Il faudrait justement pouvoir donner un espace de parole à l'enfant. Une fois qu'on a fait cette observation, une fois qu'on a eu ce positionnement dont on a parlé, eh bien en deuxième phase, ça va être ce travail d'accueil, de recueil d'informations certainement, hein, parce que l'enfant va vous apprendre des choses, et d'écoute. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas toujours évident. Regardez par exemple dans le message que j'ai reçu, ça peut nous renvoyer à nous-mêmes. Par exemple, l'enfant va dire oui, mais les enfants se moquent de moi parce que je suis trop lente, par exemple. Hein, là, j'ai pas les détails, j'extrapole. Et en fait, ça peut renvoyer comme une claque de dire ah ben oui, mais moi aussi. Moi aussi, on m'a déjà dit que j'étais trop lente. Et peut-être même qu'en tant qu'adulte, on continue à te le dire. Donc, dit comme ça a l'air simple. Ouais, il faut écouter les enfants. Mais des fois, on n'a pas forcément envie quand ce que l'enfant nous renvoie à la figure est comme un genre de claque, un genre de boomerang, un genre de déjà vu, un genre de reproduction. Tiens, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà entendu ça. Voire même, j'ai déjà vécu ça. Et ça m'a fait mal. Et à bobo, là. Et là, quand je t'entends, tu es en train de réouvrir le bobo. Donc, voyez que dans l'histoire, ça peut être en effet deux souffrances. Parfois une souffrance qu'on a oubliée et que l'enfant vient nous ramener aussi en nous disant sa propre souffrance. C'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans des cas délicats. De pouvoir dire, oh ben tiens, il faut écouter son enfant. Donc, prenez conscience que cela peut être douloureux. Le positionnement qu'on a vu tout à l'heure de ne pas mettre d'étiquette peut être douloureux aussi. Parce que si on vous a dit, par exemple, je reste sur cet exemple-là, ouais, mais tu n'es pas assez, ou bien tu es trop ceci, ou pas assez cela. Comment ça se fait? Comment tu n'as pas déjà fini ça? Mais tu es trop lent, etc. Eh bien, vous avez grandi avec ces étiquettes. Peut-être à un moment donné, vous vous êtes forgé une carapace, forcé peut-être à être plus rapide, ou à ceci, ou à cela, ou à compenser peut-être ce que vous aviez entendu d'une autre façon. En fait, comment vous vous êtes façonné à travers ça? Et quand vous vous êtes façonné, peut-être,
ça ne va pas parler à tout le monde. On est dans quelque chose de très général. Vous êtes vraiment amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Mais parfois, quand on s'est façonné comme ça, on a pris ces étiquettes et on s'est façonné avec ces étiquettes. Et c'est pas facile d'aller retirer des étiquettes sur nos enfants quand nous-mêmes, on s'est façonné avec. Donc déjà, le point qu'on a vu en numéro 1 à lui tout seul demande beaucoup de courage. Et en effet, la spiritualité aide. C'est quand on sait qu'on est aimé du divin tel qu'on est inconditionnellement qu'on peut aller décoller. Donc, les étiquettes en numéro 2, est-ce qu'il n'y a pas des étiquettes que tu dois décoller aussi sur toi? Et puis, l'écoute de son enfant. Parce que s'il y a de la souffrance à l'intérieur de toi, le risque, c'est de se dire « Oh, mais non, mais non, mais non !» Et puis, de trouver toutes sortes de choses pour ne pas être à l'écoute. Tu vas peut-être pas le faire exprès, mais c'est plus facile de ne pas écouter que d'écouter quand ça nous renvoie à une souffrance. Donc, en numéro 2, ça va être l'écoute. Alors maintenant, on a retiré les étiquettes. On est maintenant dans un travail d'écoute. Il ne faut pas hésiter à voir peut-être quelles souffrances il y a. Et quelles souffrances qui peuvent être communes comme on l'a déjà vu. Quelles sont les souffrances de ton enfant? Quelles sont les tiennes? Et c'est cela qui, en numéro 3, va faire en effet l'objet de la prière. Donc voilà, en numéro 3, c'est tout simplement d'abandonner tout cela à la source. Et abandonner ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. On va y revenir tout à l'heure, mais tout d'abord, je voulais vraiment... Voilà. On est dans cet abandon, une fois qu'on a fait ça, à la source. Parce que, eh bien, là où nous, on peut ne pas avoir de solution, là où nous, on peut avoir des blocages, là où nous, on peut avoir des souffrances, on va s'en remettre au divin qui, lui, c'est tout, qui, lui, est au-dessus de tout ça. Et on va choisir une attitude de confiance. Et cette attitude de confiance, elle est nécessaire quand on donne. On ne peut pas donner quelque chose à la source en pensant que Dieu n'en a rien à foutre. D'accord? On lui donne en sachant qu'il va s'en occuper. Donc là, en effet, on va rester à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Hein? Il va nous donner des intuitions, des synchronicités, etc. Il va nous aider par rapport à ça. Et c'est très bien parce que ça permet aussi à l'enfant de savoir qu'il n'est pas seul, de savoir qu'il a une équipe du ciel, de savoir que le divin est là. Quand on est ensemble à prier avec l'enfant, c'est pas seulement que nous, on va porter, c'est qu'on va lui montrer aussi par notre exemple que s'il a des problèmes, eh bien, il peut avoir recours à la source. On lui apprend finalement qu'on n'a pas besoin d'être à côté de maman, de papa, de quiconque. On peut prier aussi de nous-mêmes et faire confiance justement à l'univers qui sait et qui veut du bien. Revenons maintenant sur le sujet de la lenteur. Je vous avais fait un témoignage pour vous dire que moi-même, depuis que je suis tombée malade, j'étais plus lente que ce que j'avais pu avoir été avant ma maladie. C'est pas une question de enfant ou pas enfant, c'est juste une question de quel est ton propre rythme et comment justement tu vas pouvoir accueillir ton propre rythme. Ça aurait pu être parce que tu es malade, comme moi par exemple. Ça peut être parce que, et pourtant je suis adulte. Donc c'est pas forcément parce que c'est une enfant, c'est parce que ça ne correspond pas à des cadres de la société. Mais les cadres sont des cadres extérieurs. Par exemple, une personne qui n'est pas malade peut dire, eh bien j'ai un rythme plus rapide que cette fille-là, sans même savoir par exemple que moi je suis malade. Mais la société, c'est tout ça. La société, c'est des gens qui sont bien portants, c'est des gens qui sont malades, c'est des gens qui sont âgés, c'est des gens qui sont enfants, c'est des gens qui, etc. Et puis, comme on a vu dans le point numéro 1, notre enfant peut avoir encore des spécificités. Donc, vous voyez, cette histoire de rejet de l'autre, il n'y a pas besoin d'être enfant, il y a juste besoin de vivre dans une société où on refuse la différence. On avait eu l'occasion de faire, je vous laissais voir les autres vidéos, où on parlait justement de comment on va faire quand même pour trouver de la joie, à être vivant, à être bien dans notre propre vie, alors que des fois, autour de nous, il y a des méchancetés diverses et variées. Et bien sûr, ces méchancetés ne vont pas épargner les enfants. Donc, à partir du moment où tu es différent, moi, c'est parce que je suis malade, toi, c'est pour une autre raison, de toute façon, enfant ou pas enfant, la société est comme si on parlait d'étiquette, il faut être comme ci ou comme ça et pas d'une autre façon. Si tu n'es pas comme ça, on te colle une étiquette et on te rejette parce qu'on a décidé que ce n'était pas bon. Et ce qui est très intéressant justement dans la spiritualité, puisqu'on est sur une chaîne de spiritualité, c'est que jamais, au grand jamais, Dieu ne va te rejeter à cause de ta spécificité en te disant que tu trouves ceci, en te disant que tu n'es pas assez cela, et en voulant absolument que tu rentres dans une case donnée par d'autres. Parce que tu vois bien que c'est une exigence extérieure
qui fait qu'on a décidé que ton enfant est lent, ou ceci, ou cela, etc. Donc, une fois que ça c'est clair, eh bien, tu peux l'expliquer à l'enfant. Tu peux lui expliquer qu'il est beau. Tu peux lui expliquer qu'il est unique. Tu peux lui expliquer qu'il est merveilleux, que toi, tu l'aimes tel qu'il est. Et que même si la société ne va pas forcément toujours le faire ou toujours le comprendre, il a le droit d'être qui il est comme il est. Et ça va être important justement de lui dire que même si toi, tu ne seras pas forcément toujours là et qui peut justement souffrir de cette différence, de ce rejet, eh bien dans la source, il pourra toujours se ressourcer parce qu'il sera toujours aimé tel qu'il est et non pas par rapport à ce référentiel extérieur. Alors une autre astuce pour pouvoir t'aider à le faire, c'est de voir comment toi-même dans ta vie, tu as pu t'en sortir alors que tu as été rejeté. Ça peut être soit parce que tu as été adulte, tu as été rejeté, soit parce que tu as été enfant, tu as été rejeté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Tu peux me mettre en commentaire comment tu as vécu ce rejet. L'idée, c'est pas forcément de s'étaler, mais d'avoir un espace d'expression et puis pourquoi pas de donner tes propres astuces qu'on puisse se donner les uns les autres. Eh bien, quand j'ai été enfant ou bien quand j'ai été adulte, quand j'ai vécu quelque chose, voilà comment je me suis sentie au-delà de ce rejet. Parce que ça fait partie de la vie de toute façon. Alors l'idée, ça sera de prendre un exemple adapté à l'enfant. Donc ne prends pas des exemples trop hauts non plus. À partir de l'âge de ton enfant. Tu tiens compte de comment il est, qu'est-ce qu'il est capable de comprendre, son âge, etc. À partir de son niveau de compréhension, la petite astuce, ça sera de lui raconter une petite anecdote où toi-même tu as été rejeté et où tu t'en es senti. Ça va lui permettre de voir qu'il n'est pas seul, que ce sont des choses qui arrivent. Et puis, ça va lui permettre de voir qu'on est capable de rebondir. Parce que si toi, tu as vécu le rejet et que tu es toujours là, eh bien lui, même s'il a l'impression que c'est une montagne, il peut s'en sortir. Donc tu vas y croire, tu vas le lui dire. Mais la deuxième petite astuce, ça serait de lui donner un exemple concret pour qu'il puisse voir que oui, c'est vrai, je peux être rejeté, ça fait partie de la vie. Tu lui dis, ça fait partie de la vie. Mais, il est possible de se sortir. Puisque elle s'en est sortie, puisque tu es le modèle de l'enfant, maman, papa ou autre, peu importe, eh bien c'est possible pour moi. Et les exemples sont très parlants pour ça. Alors, on arrive au dernier point qui est le rapport à l'école, puisque c'est de ça dont on avait parlé. On a parlé d'étiquette. Tu sais, l'école, on a tel âge. À tel âge, on doit être à telle classe. Et on doit avoir atteint tel résultat au bout de tant de temps. Par exemple, le premier trimestre, on a des objectifs à atteindre. Voilà. À tel âge, je suis en telle classe. Au premier trimestre, je dois avoir acquis ça, ça et ça. Point. Au deuxième trimestre, ça, ça et ça. Point. Au troisième trimestre, ça, ça et ça. Point. Voilà. C'est comme ça ne fonctionne pas autrement. Donc, il y a des enfants qui sont plus lents que d'autres dans les apprentissages. Il y a des enfants qui sont plus lents que d'autres dans certaines choses. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui, au niveau des apprentissages, ça va. Et peut-être au niveau de l'écriture, il écrit plus lentement que les autres, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir depuis tout petit. Est-ce qu'il y a des enfants qui marchent plutôt que d'autres, il y a des enfants qui parlent plutôt que d'autres. Et même là, il y a encore des spécificités. Moi, je connais une personne, je lui parlais d'un des problèmes que j'avais justement eu, c'était avec ma fille. Et c'est une personne qui sautait, qui me disait, moi, quand j'étais enfant, on se moquait de moi parce que je sautais. Vous voyez, il se sautait toujours, et ça ne l'avait pas empêché de réussir sa vie, vous voyez. Donc, même dans un truc, il y a des enfants qui parlent plus tôt que d'autres, et même en parlant, il y a des enfants qui bégayent, il y a des enfants qui sautent, il y a des enfants qui... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On parlait des spécificités, ça va être ça. Mais vous voir aussi que toutes les spécificités ne vont pas dans le sens de l'école. On a parlé du rythme, le rythme des apprentissages. Donc après, je sais que des fois, il y a des spécialistes en fonction des choses. Mais il y a des choses qui sont mises en avant et d'autres pas. Vous allez voir, par exemple, il y a des enfants, par exemple, qui aiment beaucoup la cuisine. Ou bien, par exemple, le sport. Ou par exemple, les arts. C'est pas forcément mis en avant à l'école. On va te parler de maths, de français, de géographie, etc. Alors qu'il y a d'autres choses. D'ailleurs, il y a même des choses qu'on n'apprend plus. La couture, par exemple. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont appris la couture. À l'époque de ma mère, elle faisait de la couture à l'école. De nos jours, à moins vraiment d'être dans une branche spécialisée, tu n'as plus à faire la couture, par exemple.
Moi, je me souviens quand j'étais enfant, c'était un petit camarade de classe qui travaillait mal, hein, disons les choses telles qu'elles sont, et j'étais au primaire. Et puis un jour, on avait fait un texte autour de Noël sur justement la nourriture de Noël et tout. Et en fait, il participait pas et il a été très, très, très participatif. Et je m'en souviens parce qu'il a appris plein de choses à tout le monde, y compris à la maîtresse. Parce que c'est quelqu'un qui faisait... je suis en Martinique, hein, ici, on a des traditions locales. L'une des traditions, par exemple, qu'on a, c'est le pâté de Noël. Donc la vidéo ne va pas porter sur le pâté de Noël, mais il expliquait comment on faisait les pâtés de Noël. Mais de manière très détaillée. Hein. Et on voyait vraiment qu'il était à côté de sa mère, qui faisait voilà, le boudin, le pâté, etc. Il a appris plein de choses à tout le monde, même à la maîtresse, quoi. Vous voyez, on ne va pas mettre en avant qui s'est fait la cuisine, mais ce jour-là, il était le premier. Alors que peut-être que pour les apprentissages, non. Donc vous voyez bien que l'école va mettre en avant certaines choses et pas d'autres. Mais comment est ton enfant? On a parlé de l'observation en point numéro 1. Mais c'est toi qui sais finalement ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer, dans quoi il est bon, dans quoi il l'est moins. Mais tout le monde, tout le monde a des choses dans lesquelles il est bon et dans lesquelles il l'est moins, quoi. Ça, c'est tout le monde. Donc, voilà, quoi. En fait, c'est de réaliser que la société a des exigences, mais qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que l'enfant, lui, a besoin d'explorer, a besoin d'exploiter. Et une fois que tu es dans cette observation, tu vas voir aussi, qu'est-ce que ton enfant a envie d'exploiter et lui montrer qu'il est bon dans ça. Et ça, c'est déjà quelque chose de très général, mais il est bon de prendre conscience aussi que si il est bon dans certaines choses et que l'école ne le met pas en avant, c'est à toi de le faire à la maison. Si l'école, par exemple, rejette par rapport à une spécificité, ça sera à toi de t'occuper de cette spécificité. Parce que c'est une réalité que l'école ne va pas comprendre que certains enfants sont plus longs que d'autres ou que certains enfants apprennent certaines choses qu'elle ne va pas volontairement mettre en avant par rapport à d'autres. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont moins intéressantes. Alors, je tiens à préciser ceci, puisqu'on a parlé de l'école. Si vraiment tu sens que tu n'es pas épaulé ou encouragé ou pas comme il faut, parce que bien entendu, il y a les spécificités, parce qu'il y a des choses, hein, il y a des spécialités, tu as des maîtres spécialisés aussi dans les écoles, comme tu peux avoir un psychologue dans les écoles, ça dépend aussi, il y a tout un staff. Donc peut-être qu'il y a une communication à mettre en place aussi, avec la maîtresse. Ça peut être par rapport aux petits camarades, s'il y a un problème avec les petits camarades, bien sûr. Ça peut être aussi avec un staff s'il y a un problème par rapport aux apprentissages. Là, c'est vraiment à toi de te renseigner sur ce qui existe et sur comment tu peux communiquer en tant que parent par rapport au malaise, par rapport à tout ce que tu auras identifié. Mais je tiens aussi à te dire la chose suivante, c'est que contrairement à ce qu'on croit, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'école telle qu'on la connaît, hein, mais il y a aussi donc l'école telle qu'on la connaît. Ensuite, il y a aussi des écoles privées. Donc là, c'est vrai, il faut avoir les budgets. Mais tu as des écoles comme par exemple les écoles Freinet ou Montessori, etc. Je vais te laisser faire tes propres recherches dessus parce que ça peut être intéressant. Si par exemple tu as un enfant, tu sens qu'il est en décalage, donc que ce soit par rapport à la lenteur, et là encore on n'a pas précisé quel type de lenteur, est-ce que c'est dans les apprentissages ou autre, mais un enfant qui apprend différemment. Et remarque, ça peut être par rapport à la lenteur, mais ça peut être aussi parce qu'il est surdoué. Un enfant qui apprend différemment, ça peut être parce que l'enfant est surdoué et qu'il a fini avant tout le monde. Ça aussi, c'est une spécificité. Hein. C'est pas toujours comme on peut le penser. Un enfant qui est hyperactif, c'est un enfant qui est dans une spécificité. Hein. On te demande de rester assis et puis toi, tu as envie de bouger parce que tu as la bougeotte parce que tu es hyperactif. C'est une spécificité aussi. Donc, il faut savoir que dans les écoles privées, renseigne-toi sur ce qui existe parce que tu as plus de chances d'être entendu et ton enfant a plus de chances d'être pris en charge dans ses spécificités. Parce que justement, les écoles privées sont faites pour intégrer ces réalités de différence. D'accord? Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu as vraiment des questions peut-être plus spécifiques par rapport à ça, tu peux les mettre en commentaire. On ne sait jamais, si jamais les réponses, si j'ai pas, mais si je les ai, on pourra en échanger. Mais de toi-même, je vais t'inviter aussi à voir, si tu vois qu'il y a un blocage là et puis que tu n'arrives pas à communiquer ou bien que ça ne suffit pas ou autre, intéresse-toi au fait qu'il existe aussi des écoles privées qui peuvent te proposer d'autres choses peut-être plus adaptées à ce que tu recherches et à ce qui serait le mieux pour ton enfant. Et en dernier lieu, l'école à la maison.
Il y a plusieurs types d'écoles à la maison. Hein. Là encore, je vais te laisser faire tes propres recherches. Il y a le unschooling. Je vais te laisser regarder ce que c'est. Il y a l'IEF, l'instruction en famille. Et puis, il y a l'école à la maison. Il y a les trois formes, hein, les trois formes, en tout cas au niveau, en tout cas en France, ce sont ces trois formes-là qui existent. Donc déjà, même dans l'école à la maison, il y a différentes formes. Donc, il faut voir aussi qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport à toi, par rapport à l'enfant. Mais toujours est-il que dans ces trois formes-là, cette fois-ci, contrairement à l'école où tu emmènes, voilà, donc l'école, tu emmènes ton enfant à l'école. L'école privée, eh ben, c'est pareil, on a des spécificités, mais on l'emmène. Alors que là, l'école à la maison, quelle que soit la forme, c'est toi aussi, eh bien, qui va pouvoir distiller le savoir à ton enfant. D'accord? Donc, ça aussi, si jamais tu sens que oui, mais ça va pas, les petits camarades, ça va pas, mon enfant n'est pas respecté dans son rythme, mon enfant n'est pas respecté dans les spécificités, parfois ça peut être le professeur aussi, hein. Le professeur ne respecte pas mon enfant, etc. Ça ne va pas dans le sens de ce que je reçois de la source. Je ressens qu'on est amené à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, et puis là, bon, l'école ça va pas, il y a un trop de décalage. Eh bien, sache que l'école à la maison existe aussi en numéro 3. Donc voilà, nous avons balayé tout un tableau. J'espère que tout ce que nous avons vu ici, en termes de réflexion, d'introspection, d'astuces, eh bien, que ça t'a déjà aidé à y voir plus clair, que ça t'a donné envie peut-être d'approfondir certains points, hein, que ce soit par rapport à l'introspection, que ce soit par rapport à des recherches. Donc, n'hésite pas en tout cas, hein, à interagir. Bien entendu, l'idée sera de rester courtois, hein, les uns envers les autres, bien entendu, envers moi, envers vous, en tant que communauté, de prendre cet espace d'expression, que ce soit pour des questions ou bien peut-être pour des choses que tu as envie de faire remonter, si tu as une expérience qui peut aider les autres, ça peut être sympa. Donc voilà, je ne vais pas faire le gendarme, mais je ne suis pas là pour ça. Je compte vraiment pour vous, voilà, sur vous pour être respectueux les uns envers les autres si vous interagissez en commentaire. Et puis bien entendu, ça me fera plaisir de vous lire. Avant de quitter, je vais quand même vous rappeler que moi, je ne suis pas spécialisée, d'accord? Je ne suis pas maîtresse, je ne suis pas maître spécialisée, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, rien de tel. On est sur une chaîne de spiritualité, donc moi, je suis chamane. Donc moi, je vous donne des conseils par rapport à mon expérience. Bien entendu, je vous fais des retours d'expérience et on voit toujours les choses du point de vue de la source. Hein, comment justement, qu'est-ce qu'on est amené à vivre du point de vue de la source. Donc voilà, c'était un petit rappel. Et puis, bien voilà, nous allons nous quitter comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si vous pensez que ça peut aider d'autres, hein, qui ont des questions comme celle-ci ou bien, voilà, qui ont besoin de ce genre de conseils. N'hésitez pas à partager, bien entendu, à vous abonner. Alors, pour celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane et mon rôle consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc, je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!